Bonjour à tous et bienvenue à Débat de presse. L'émission, vous le savez déjà, est en direct chaque dimanche à partir de 11 h. Elle permet aux journalistes qui traitent l'actualité au quotidien de jeter un regard critique sur cette même actualité à travers des commentaires, des analyses et des décryptages qui vous permettent de mieux comprendre l'actualité nationale et internationale. Pour ce dimanche, plusieurs sujets sont sur la table des débats. Nous parlerons de sécurité avec la visite du ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian au Burkina Faso et l'attaque contre le poste de gendarmerie de Djibo. Nous parlerons du 31e anniversaire de l'assassinat du président Thomas Sankara. Nous dirons un mot sur la liberté de presse au Burkina Faso à l'occasion de la journée nationale de la liberté de presse célébrée chaque 20 octobre. Nous parlerons également de l'Arabie Saoudite qui a finalement reconnu que le journaliste Jamal a été tué à l'intérieur de son consulat à Istanbul. Et enfin, nous allons dire un mot sur le Bénin avec la condamnation à 20 ans de prison pour trafic de drogue de Sébastien Ajavon, homme politique et homme d'affaires béninois, arrivé troisième à la dernière présidentielle au Bénin. Alors, pour discuter de tous ces points de l'actualité nationale et internationale, je suis en compagnie de 4 confrères de la presse nationale. Il s'agit de Maourou Kanazoé du quotidien. Bonjour. Bonjour, je dirais plutôt indépendant, journaliste indépendant, alors bien corrigé. Alors nous avons avec nous également Xavier Belemiégré, donc de la radio Burkina. Bonjour. Alors Boukari Abdoulaye Tao est avec nous, de l'économiste du Faso. Bonjour. Bonjour. Nous avons également avec nous Dabadi Zumbara du journal Le Pays. Bonjour. Bonjour, salut. Merci à tous en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Alors l'actualité cette semaine reste marquée aussi par cette attaque terroriste contre la gendarmerie de Djibo qui a été attaquée dans la nuit du jeudi à vendredi. L'attaque a été lancée aux environs de 21 h selon les témoins sur place. Le bilan fait état d'un gendarme blessé, d'importants dégâts matériels et de présumés terroristes qui étaient en prison, qui se sont évadés. Alors, c'est une actualité que vous avez suivie. Quel commentaire vous inspire cette incursion des terroristes au centre de la ville de Djibo avec à la clé la libération des terroristes d'Abadi? Okay. Alors, il faut dire que cette attaque de la gendarmerie de Djibo confirme qu'on a franchi un autre palier en matière d'attaque terroriste au Burkina. On peut voir cette attaque sur 3 angles. Le premier pourrait signifier qu'il y a des prisonniers, c'est-à-dire les personnes qui étaient détenues dans cette gendarmerie, qui sont de nature c'est-à-dire qu'ils sont des hommes importants pour ces djihadistes-là, et d'où leur détention pourrait effectivement porter préjudice à leur organisation. Ça, c'est le second point, et d'où la nécessité de les libérer. Alors, le second pourrait aussi signifier que cette attaque, parce qu'elle est quand même osée, il faut le dire, c'est à l'intérieur de Djibo, dans une localité où on a un dispositif sécuritaire important. Donc, ça pourrait signifier également que les djihadistes qui ont attaqué veulent montrer qu'ils ont une grande capacité de nuisance. Et le troisième, c'est une manière aussi de traduire, j'allais dire, aux détenus et à leurs parents, qu'ils volent les secours en libérant effectivement naturellement les proches qui étaient retenus, avec bien sûr l'espoir de bénéficier de leur soutien. Et je pense que ce dernier élément est extrêmement important parce que si ça avait réussi tel qu'ils le menaient, certainement qu'ils auraient occupé la ville pendant une certaine période, pourquoi pas 24 heures ou 48 heures, etc., pour prouver qu'effectivement, ils ont cette puissance de feu. Bon, heureusement pour le Burkina, si on peut le dire ainsi, ils ont rapidement été repoussés, ce qui, à mon avis, est une bonne chose, parce qu'on n'a pas laissé les terroristes faire de victimes dans la ville. En tous les cas, c'est une mauvaise nouvelle pour le Burkina, parce que désormais, nous avons beaucoup de personnes, j'allais dire infréquentables, qui se retrouvent ainsi dans la nature et dont on peut contrôler justement l'attitude. Justement, il y a des questions qui se posent après cette attaque. Comme vous l'avez dit, Djibo est peut-être considéré comme une place
plutôt forte de la lutte contre le terrorisme avec le positionnement du GFAT, de la force antiterroriste dans cette localité. Alors, beaucoup n'ont pas compris comment, dans ce contexte, des terroristes peuvent arriver, attaquer une gendarmerie, libérer des prisonniers et partir sans être pris. Oui, Tao. Bon, la question reste entière et je crois que peut-être que des voix plus autorisées pourraient peut-être dire exactement ce qui s'est passé parce qu'effectivement on a du mal à comprendre que une équipe, enfin un commando, parce que c'est ça, ils sont venus, ils avaient pour mission de libérer des éléments à eux qui étaient détenus à la gendarmerie. Donc ils arrivent, qu'ils attaquent la gendarmerie, qu'ils libèrent la gendarmerie et les prisonniers pendant que toutes les autres forces dans la région n'ont pas pu porter secours. Je ne sais pas, aujourd'hui on ne peut pas dire qu'il y a eu un dysfonctionnement, on ne sait pas ce qui s'est passé, parce qu'il y a des informations qui laissent entendre qu'il y a eu d'autres attaques aussi quelque part. Donc peut-être que ces forces-là étaient occupées aussi à gérer des situations que nous, dont nous n'avons pas, comment on appelle ça, les informations précises. Donc ça c'est une question qui reste entière. Maintenant, je crois que là où il faut faire très attention, c'est la première fois qu'ils rentrent à l'intérieur du Djibo. Et s'ils sont rentrés avec une telle facilité, ça veut dire qu'ils auront plus d'audace les prochaines fois. En fait, c'est un avertissement que nous devons prendre en compte et puis de voir quelles sont les dispositions qu'on peut mettre en place pour essayer de prévenir ces situations qui forcément vont se répéter à l'avenir. D'accord, oui, Maourou. Pour les attaques à Djibo, je crois que ce n'est pas une première. Il y a eu des assassinats ciblés à Djibo et dans ses alentours, ce qui veut dire que ces gens ont une capacité de mobilité comme tout citoyen lambda et qui se fondent un peu dans la population. C'est ça la difficulté de la lutte contre ce phénomène. Le fait nouveau pour moi, c'est l'attaque musclée en quelque sorte, avec un fort commando et la libération de prisonniers. Je crois qu'à ce niveau, il faudra peut-être en tirer les leçons pour non seulement la sécurisation de la ville, le maillage. Ensuite, le fait que, vous l'avez signalé, il n'y a pas eu d'intervention des autres groupes armés qui étaient là. Est-ce qu'il y a des dysfonctionnements? Qu'est-ce qui n'a pas marché? 3, la question des prisonniers. Ce sont des prisonniers assez dont la gestion est très délicate. Est-ce qu'il faut continuer à les garder dans ces conditions-là? Je crois ça doit nous interroger sur le fait qu'il faut élever un peu plus le niveau de sécurité, mais aussi de gestion de la question des prisonniers présumés terroristes. D'accord. Alors oui, Xavier, on sait aussi qu'il y a déjà une interdiction même de circuler dans cette localité et dans la région de l'Est aussi à partir de 19h, d'une certaine heure. Okay. Oui, par rapport à cette mesure un peu de contrôler la circulation de la ville, je pense que c'est difficile de contrôler toutes les ruelles, on va dire, de Djibo. Vous savez, c'est pas comme Ouagadougou où on a les grands axes routiers. Finalement, on peut poster quelques forces de défense et de sécurité en tout cas dans les grandes entrées. Contrairement à Djibo où, en tout cas, les gens peuvent venir de nulle part. Des pistes, voilà, c'est des pistes rurales. Donc, c'est difficile, effectivement, au regard un peu de la disponibilité des FDS de se déployer sur l'ensemble de la ville pour pouvoir contrer ça. Mais je pense qu'il y a deux éléments importants que les uns et les autres ont eu à souligner et qu'il faut peut-être revenir là-dessus. C'est par rapport à l'entrée même à l'intérieur du Djibo. Vous avez souligné le fait qu'il y ait des forces antiterroristes qui y sont. Il y a la gendarmerie qui sont venus attaquer. Certainement que c'est les détenus qu'ils ont ciblés et qu'ils voulaient nécessairement qu'ils sortent. Mais je pense que l'entrée là est un signal fort qui doit interpeller les autorités, notamment la hiérarchie militaire, de revoir un peu le dispositif parce qu'en attaquant au cœur de Djibo, ça veut dire que ce n'est pas la première fois, ils vont y revenir. L'autre aspect, c'est comme le confrère disait, c'est par rapport à la libération des prisonniers. Je pense que, je ne sais pas si ma mémoire est bonne, mais on dit souvent que
on ne doit pas garder les prisonniers dans un camp de gendarmerie ou dans ces centres-là au-delà de 72 heures. Ça veut dire que nécessairement, le procureur du Faso devrait prendre quand même un acte pour qu'on puisse les détenir dans une prison légale. Plus sécurisée peut-être. Plus sécurisée, je vais dire. Et pourquoi pas ne pas les amener hors du Djibo au regard de la menace qui est assez persistante. Je pense que là-dessus, en tout cas, les autorités judiciaires devraient voir leur copie pour que ces présumés terroristes-là, qu'on les déloge du Djibo et les envoyer peut-être dans un coin beaucoup plus sécurisé. Oui, Moi, je voudrais juste ajouter quelque chose. J'ai lu une interview d'un élu local de Djibo qui, dans le menu, racontait comment ce commando est arrivé dans la ville. Et tel qu'il a raconté, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens, certainement, qui ont vu ce commando-là arriver. Mais ma question, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous voyez un cortège voilà, de motos qui arrivent dans la ville, même si ce n'est pas petit bout, parce que tel que ça a été décrit, il y a un qui était devant avec les phares allumés et les autres suivaient dans le noir. Je ne sais pas qui a pu voir ce cortège suspect, il n'a pas signalé aux forces de sécurité. Le résultat, voilà, c'est une attaque et les gens sont répartis de façon... Donc, quand on parle de la collaboration, de donner l'information, un seul détail peut sauver des vies. Vous voyez, nos forces de l'ordre sont là pour ça. S'ils n'ont pas l'information, ils ne peuvent pas agir. Je crois que s'ils avaient l'information, on aurait pu donner l'alerte. Ils allaient peut-être prendre de meilleures dispositions. Là, ils ont été surpris par une attaque. Le temps de réagir, bon, c'est vrai que notre capacité de réaction a été mise en difficulté ici. Pour ce coup, oui, alors... par rapport effectivement à la détention de ces présumés prisonniers au niveau de la gendarmerie, je pense qu'à ce niveau, il faut comprendre quelque chose parce que on est dans une situation où lorsque la gendarmerie ou la police prend des éléments, il faut faire un tamis d'abord avant de les envoyer au niveau des prisons les plus sécurisées. Alors, si pendant cette période de tamis, pour s'assurer que les personnes qu'on va transférer au niveau des prisons de haute sécurité ne soient pas des personnes innocentes, que ces personnes-là soient véritablement des personnes dangereuses à même de commettre des actes très graves. Et l'autre aspect, c'est qu'en les gardant sur place, ça peut aussi permettre d'avoir de nouvelles pistes de recherche. Pourquoi? Parce que lorsqu'on garde ces individus dans une zone donnée, on va tenter de les libérer, soit par la négociation, soit par la corruption, si vous voulez, ou soit par la force, comme malheureusement ça vient d'être le cas. Et ça repose effectivement, dans tous les cas, ça nous donne de nouvelles pistes. Voilà. Maintenant, ça pose effectivement un autre problème que Tao a évoqué, je suis d'accord avec lui, il y a un problème toujours de collaboration, parce qu'on ne peut pas comprendre effectivement que ces gens-là puissent parcourir certaines distances et arriver à Djibo, certainement, essayer de se positionner, parce que comme on a dit, ils ne sont pas allés directement attaquer la gendarmerie. Oui, c'est sur ce plan, si peut-être les populations n'ont pas pu, en tout cas, avertir ou alerter les forces de défense, je me dis peut-être que dès le début de l'attaque, peut-être que la gendarmerie aussi peut-être a dû donner l'information, l'alerte aux autres forces qui étaient sur place, qui n'ont pas également réagi. Non, il ne faut pas dire que les forces de l'ordre n'ont pas réagi, elles ont réagi. C'est peut-être le temps de la réaction. Et on peut comprendre, parce que lorsque vous êtes face à plusieurs feux nourris, c'est difficile, vous ne savez pas exactement où il faut aller. Il faut d'abord chercher à connaître qui vous attaque. Il s'agit de quel type d'attaque, quel est le matériel dont dispose l'ennemi. Sinon, si vous levez avec ce que vous avez, vous commencez à courir pour aller là où il y a l'attaque, mais vous êtes un cadavre, on va vous tuer en cours de route. Donc ça peut prendre effectivement du temps. Et je comprends que certainement c'est ce qui s'est passé. D'accord, oui. Là où je voulais souligner, c'est par rapport à la période de l'attaque, parce que c'était la nuit. Pour moi, ça va être difficile, hein. C'est vrai qu'on aurait souhaité, mais c'est difficile quand même que les populations, à la seconde près, qui voient un cortège, puissent signaler la police ou la gendarmerie qui peut réagir immédiatement. Bon, on peut comprendre que la psychose aussi est dans... Les gens sont un peu méfiants et ils ne sont pas prompts à sortir et puis appeler pour dénoncer. Sinon, au regard un peu de la période, c'était difficile quand même qu'on puisse signaler la police pour qu'elle puisse intervenir rapidement. Mais il y a un autre aspect, le fait que on estime que les autres forces n'ont pas intervenu aussi promptement. Je pense que si on a pu les repousser,
c'est que certainement il y a eu une intervention. Est-ce qu'ils ont été repoussés? Parce que c'est justement ça le problème. La gendarmerie a été incendiée, ils sont repartis avec des prisonniers. Est-ce que ça laisse croire que c'est des gens qui vraiment ont été repoussés? Si on ne les avait pas repoussés, certainement que peut-être ils auraient fait pire. Je pense qu'il faut peut-être comprendre... Ce que moi je note, oui, ils avaient un objectif, ils sont venus, ils ont libéré ceux qu'ils voulaient libérer. Peut-être qu'ils ont libéré tout. Je ne sais pas combien de détenus il y avait à la gendarmerie. Mission accomplie pour ce commando-là. C'est à nous d'en tirer les leçons. Deuxièmement, on a parlé des délais de garde à vue. Ça, si on rentre dans les textes, bon, on va peut-être s'emmêler les pinceaux, mais je sais qu'il y a une nouvelle loi qui a été prise récemment où, pour des questions de terrorisme, par exemple, la gendarmerie, pour les, comment on appelle ça, peut garder au-delà de 72 heures des suspects. Reste à savoir qui était détenu en ces lieux. Est-ce que quand ils sont partis avec d'autres détenus qui n'étaient pas aussi des djihadistes, parce qu'apparemment on a libéré tout le monde? Ça, c'est des questions qui restent en suspens. Il faut qu'on essaie de voir dans quelle mesure tout ça. Maintenant, il faut espérer aussi que dans leur fuite, ces messieurs-là ont laissé des traces et que nos forces de l'ordre sont à l'œuvre pour essayer de localiser et éventuellement de leur porter, j'allais dire, les stockades en temps opportun. D'accord. En tout cas, c'est dans ce contexte que le chef de la diplomatie français, Jean-Yves Le Drian, a effectué une visite de 48 heures au Burkina Faso. Outre les questions de développement et de la préparation de la visite du président du Faso en décembre prochain en France, il a surtout été question de sécurité. Et sur ce point, alors le chef de la diplomatie française a laissé entendre, en tout cas, que l'Hexagone est disponible pour aider à la sécurisation du Burkina Faso. On sait qu'au cours du mois, alors la France, à la demande du Burkina Faso, a opéré des frappes aériennes contre des bases terroristes à l'est et contre une escorte motorisée également de terroristes dans le Sahel. Alors, il y a beaucoup de questions. Il y a des personnes qui pensent qu'il ne faut pas peut-être accepter donc la coopération ou l'intervention française donc pour appuyer nos forces de défense et de sécurité dans ce combat contre le terrorisme. Ils y voient peut-être un prolongement du colonialisme et pensent que nous devons faire face à la situation par nos propres moyens. Qu'en pensez-vous? Oui. C'est vrai que cette visite du ministre Le Drian intervient dans un contexte nouveau de la coopération militaire entre le Burkina et la France. C'est une évolution notable, comme vous l'avez souligné, avec l'intervention directe. D'habitude, c'est une assistance technique, peut-être militaire en normes, en formation. Mais là, que l'État burkinabé demande à l'État français, par le truchement de son armée et de leurs autorités respectives, d'intervenir sur le terrain, c'est nouveau. Mais vous savez, ce discours anticolonial et cette idéologie qu'on véhicule sur le néocolonial, moi je crois que bon, on n'est plus à ce stade-là. On a dépassé largement ce niveau et ceux qui prétendent que la France intervient pour nous recoloniser, bon, je crois que si c'est ça, on est déjà colonisé. On mange français, on boit français, on se couche français, on va se soigner en cours pour aller en France au premier rhume. Et curieusement, quand c'est une opération militaire, moi je crois que c'est un juste retour des choses. C'est la France qui a été à l'origine même de la crise, si on veut le voir, en intervenant en Libye pour justement, soi-disant, réprimer Kadhafi qui a brimé son propre peuple à la faveur du printemps arabe. Mais c'est la France qui a créé le chaos. Mais moi, je suis content même que la France revienne réparer son tort. Il faudra lui demander encore plus, aller en Libye, remettre de l'ordre. Et puis, bon, c'est ça le rideau qui va être créé pour que nous soyons plus sécurisés, parce que tout vient de la Libye. Donc, moi, je ne vois pas de problème. Et en plus de ça, la France se crée même des ennemis. En frappant de la sorte, la France devient une cible aussi de terroristes. Donc, moi, je ne vois pas vraiment, non seulement, effectivement, la France se protège, parce qu'en cassant les reins des terroristes dans le Sahel, elle arrive à casser aussi
toute tentative d'invasion de l'Europe, à travers la migration aussi, parce que ces terroristes sont en quelque sorte des passeurs, ils sont dans tous les trafics. Et donc, le Sahel est devenu un haut lieu du trafic d'humains, de cigarettes et de tout produit, d'autres produits prohibés. Donc, moi, je crois que si cette coopération est bien réfléchie, elle est la bienvenue. Oui, Dabadi. Oui, je pense que chacun peut faire effectivement son commentaire par rapport à cet aspect, mais la réalité est là. Lorsqu'on a un ennemi en face et que les moyens dont nous disposons ne nous permettent pas d'y faire face, il faut forcément demander de l'aide. Si on a pensé à créer le G5 Sahel, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'aucune des nations seule ne peut venir à bout de ces terroristes. D'où la mutualisation des moyens. Et qui dit mutualisation des moyens dit effectivement entraide. Et donc je pense que dans ce cas précis, il faut comprendre que la France, on peut demander l'intervention de la France dans le cadre même de la collaboration avec le G5 Sahel. Tous les pays membres du G5 Sahel peuvent demander une aide auprès de la France, lorsque effectivement cela est nécessaire. Je pense que le ministre français Emmanuel Macron l'a dit en novembre lors de sa visite au Burkina Faso. Donc je pense qu'il faut... Emmanuel Macron, je dis le président de la République française. Oui. Et donc, je pense qu'il faut dépasser effectivement ces considérations. Parce que la colonisation dont on parle aujourd'hui, si on continue à poser ces ans de débat, on risque de se faire harakiri. Pourquoi? Regardez la situation, par exemple, à laquelle on avait affaire à l'Est. S'il n'y avait pas eu l'intervention de la France, peut-être qu'à l'heure actuelle, les attentats se poursuivaient. Mais avec ces opérations, ça a quand même permis d'avoir une certaine acharnement. Et donc, moi, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose en soi. C'est vrai que l'idéal, c'est que, bon, nous puissions effectivement enrayer tout ce qui est danger, par nos propres moyens. Mais dans la mesure, par moment, cela est difficile, il faut faire appel à des gens. Et je pense que dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, aucun pays au monde ne peut prétendre à lui seul vaincre ces djihadistes. Ce n'est pas possible. Même les Américains, vous avez vu ce qu'ils ont fait, que ce soit en Afghanistan, Tora Bora, etc. Ils ont créé toutes sortes de bombes intelligentes, etc. Mais qu'est-ce qu'ils ont pu réussir à faire? Est-ce qu'ils ont réussi à vaincre le terrorisme dans cette partie du monde? La réponse est non. Et donc, je pense que ce n'est pas le Burkina seul qui doit dire que, bon, si on fait appel à la France, c'est pour continuer à nous coloniser. Je ne pense pas. Je pense que l'autre aspect qu'il faut ajouter dans cette affaire est que il faut au moins il faut s'estimer heureux d'avoir du soutien. Parce que, regardez ce qui s'est passé au Mali. S'il n'y a pas eu l'intervention de la France, notamment l'opération Serval, peut-être que le Mali serait sous le contrôle des djihadistes. Et subsidiairement, le Burkina Faso ainsi que les autres pays. Et donc, je pense qu'il faut évoluer dans cette façon de voir les choses. Et je pense qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus question de ne pas reposer toute la coopération franco-burkinabé sur la diplomatie. Raison pour laquelle, aujourd'hui, si vous avez constaté lors de la visite effectivement du Drian, il y a eu l'inauguration de la Russe. C'est une façon de dire qu'aujourd'hui, non seulement la France est disposée à nous accompagner sur le plan sécuritaire, mais elle est aussi prête à nous accompagner pour la formation de nos jeunes. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'il faut aller vers une coopération beaucoup plus humaine, les relations, privilégier ces relations. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut évoluer au lieu de toujours regarder le passé. D'accord. Et alors, finalement, on va voir si Tao partage votre avis sur la question. Non, moi, quand les gens parlent de colonialisme, néocolonialisme, on est en face d'un problème. Il y a une solution qui nous est proposée. Ceux qui tiennent ce discours-là, quelle est leur solution rapide et applicable? La question, c'est ça. On est face à une urgence. Si le Burkina s'est vu contraint de demander l'appui aérien de la France, c'est qu'il y avait nécessité. Pourquoi elle n'a pas demandé à un autre État? C'est parce que seule la France était disponible en ce moment-là pour le faire. Mais moi, je pense au-delà de ça, ce n'est pas la première fois que la France intervient dans le Sahel. Il y a eu des missions secrètes, on en a parlé, mais cette fois-ci, il y avait une attaque sur une de nos positions et nos forces de l'ordre ont dit s'il n'y a pas un soutien aérien, on ne peut pas le contenir. Dans leur fuite, on a réussi à neutraliser les djihadistes. Récemment, la semaine dernière, au Mali et au Niger, il y a eu des interventions de la force Barkhane à la demande. Mais ils sont tous là pour la même mission. Donc, pour moi, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. De plus en plus, on va avoir affaire à ça parce que le soutien aérien, seule la France est capable de le fournir à nos forces du G5 aujourd'hui. Donc, je pense que ça va être de plus en plus le cas sur le théâtre des opérations. Maintenant, par rapport au Burkina et à la France, ce que moi je souhaiterais dire, je vais dire qu'aujourd'hui,
on a une coopération militaire. Avec le front qui s'étale entre l'est et le nord, comment on peut renforcer techniquement cette coopération militaire? Je pense que c'est de ça que nos autorités doivent discuter, parce que tout le monde sait aujourd'hui que nos forces de l'ordre ne sont pas suffisamment équipées. Donc il faut voir dans quelle mesure on peut, dans cette collaboration avec la France, mieux équiper nos forces de l'ordre, les mettre à niveau pour déjà faire le travail. Parce que l'indépendance aussi militaire, ça, je pense, je ne sais pas si c'est un thème qui s'est dit, mais il faut aussi qu'on soit capable de faire le minimum avant de bénéficier de faire appel voilà. Donc, à ces aides-là. Oui, Xavier. Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est peut-être cette façon de dénoncer un peu l'intervention de la France devrait être beaucoup plus appropriée quand on parlait beaucoup plus sur le plan économique, l'accaparement de nos ressources naturelles, l'implantation des entreprises françaises. Ça allait être beaucoup plus cohérent. Parce que dans le domaine militaire, est-ce qu'au Burkina, nous avons des capacités pour fabriquer des armes, par exemple? Ça veut dire que c'est des domaines assez stratégiques et pointus qui nécessitent naturellement une coopération. Maintenant, par rapport aux interventions ponctuelles, les uns et les autres ont dit, on ne pouvait pas s'en passer parce que c'était la solution qui était la mieux à l'instant T. Donc, on ne pouvait pas s'en passer de cette coopération militaire. Maintenant, toujours par rapport à cette visite, Zoumbara l'a parlé par rapport à la visite et l'inauguration, de la maison de la jeunesse. Je pense que ça, quand même, c'est un peu critiquable parce que, au regard des contenus qui sont proposés par rapport à, quand on regarde un peu ce qui a été présenté à la presse, je pense qu'il y a des choses quand même qui ne sied pas avec la réalité de notre jeunesse. Parce que quand on parle, par exemple, de contenu, de formation, c'est des choses qui ne s'adaptent pas forcément par rapport à ce qu'on donne comme contenu d'enseignement aux étudiants dans les universités. Regardez bien, quand les jeunes sortent, ils ont besoin d'appliquer ce qu'ils ont appris par rapport à ce qui se passe au Burkina Faso. Alors qu'on veut faire genre un melting pot pour apprendre un peu comment on exerce certains métiers. Bon, je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas appropriées par rapport à ce qu'on veut proposer aux jeunes. Et aussi, par rapport à ça, bon, regardez un peu la situation géographique de cette maison. Est-ce qu'elle est accessible, en tout cas, à la majeure partie? Vous voulez parler de la maison de jeunes voilà, qui a été inaugurée, donc, qui a été inaugurée à l'occasion de la visite du ministre des Affaires étrangères de la République française, Jean-Yves Le Drian. Alors, on est pris par le temps, on va évoluer dans le débat pour parler de cette autre actualité qui a marqué cette semaine. Il s'agit de la commémoration du 31e anniversaire de l'assassinat du président Thomas Sankara. Alors, des organisations de la société civile et les partis sankaristes ont organisé des activités. On se rend compte que depuis 31 ans, maintenant, alors le temps n'arrive pas toujours à oxyder l'idéal du meneur de la révolution d'août 83. Oui. Non, la mémoire de Sankara, personne ne peut l'effacer. Le gros problème de l'heure, c'est comment juger cette affaire définitivement pour qu'on n'en parle plus. Parce que n'oubliez pas que la famille reste toujours assoiffée de justice. D'ailleurs, lors de la pose de la première pierre du mémorial au sein du Conseil de l'Entente, vous avez vu que la veuve n'est pas tout à fait partisane de cette option. Il y a encore des problèmes à régler, mais c'est surtout le dossier judiciaire, à mon avis, qui reste préoccupant. Mais en dehors de ça, je crois que depuis 2014, tout le monde sent qu'il y a une sorte de libération. On peut parler de cette affaire, de ce dossier, sans aucun problème. À l'époque, c'était tabou. Et on a vu même parfois des célébrations à l'occasion du 20e anniversaire. L'ancien régime qui a organisé en grande pompe d'autres événements parallèles pour étouffer la célébration de la mort de Thomas Sankara. Donc ça, c'est déjà, à mon avis, un acquis, qu'on puisse vraiment être libre de parler de cette affaire, de ce dossier, et même de le commémorer. Mais il reste vraiment la grande question de la justice qu'il faudra régler.
Oui, sur le plan en tout cas de la justice, et on a vu peut-être un regain d'intérêt sous la transition avec la réouverture du dossier, avec l'exhumation également du corps pour des fins d'analyse d'ADN. Alors, mais depuis, on a l'impression aussi que ça coince un peu depuis lors. Ça coince, malheureusement, ça coince. Et c'est la nature des dossiers qui sont politisés. Parce que ce dossier, on a beau regarder l'aspect judiciaire, jusqu'aujourd'hui, il est politisé. Parce que, dans un premier temps, il y a un régime qui n'a jamais voulu que la lumière soit faite sur ce dossier. Il y a un nouveau régime qui a dit on ouvre tout. La France a décidé d'ouvrir ses archives, déclassifier un certain nombre de dossiers, oui. Mais on n'est pas encore sorti de l'auberge. Je pense que la réconciliation nationale, c'est un peu dans l'air du temps actuellement. Tous ces dossiers-là font partie. Parce que c'est des dossiers qui ont divisé le pays depuis 30 ans. Il y a des gens qui ont besoin de savoir juste qui a fait quoi, même si on ne peut pas demander justice, qu'on sache au moins exactement qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait quoi, pour juste accepter le pardon. Et je pense que c'est dans un élan collectif qu'on va arriver à se faire. Mais il faut que, bon, vous savez que ça demande un peu de temps. Peut-être que les gens actuellement ne sont pas prêts. Il y a trop de rancunes, il y a trop de méfiance entre les acteurs. Mais, comme l'a dit Kanazeu, il faut nécessairement qu'un jour on arrive à clore judiciairement ce dossier pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Sinon, Thomas Sankara, ce n'est même plus du patrimoine burkinabé. C'est un patrimoine africain, j'allais dire même international. Donc, tout ce qu'il a fait, c'est difficile d'effacer. On peut critiquer, mais il a sémé une graine que les gens, chacun à sa façon, essaie de faire, j'allais dire, germer. Et l'histoire nous dira un jour si effectivement... Justement, est-ce que cet idéal-là qui est donc qui est l'héritage, si on peut le dire, de Sankara, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les partis politiques ou les organisations de la société civile arrivent vraiment à incarner ou à mettre en pratique l'idéal sankariste qu'il a légué? On est dans un processus. Et puis vous avez 30 ans à l'échelle d'une doctrine ou d'une idéologie, peut-être qu'on n'est qu'au balbutiement. Peut-être que dans 50 ans, dans 60 ans, on va réussir à théoriser le sankarisme, à en faire une doctrine politique ou une idéologie qui a un sens, qui a une vision claire. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'héritiers, chacun essaie à sa façon de voir comment il peut promouvoir un peu la vision que Sankara a essayé de développer, mais il faut dire qu'on en est là, justement, chacun voit, j'allais dire, midi à sa porte. Donc, pour le moment, on ne peut pas parler de cohésion et d'une vision commune. D'accord, oui. Alors, Dabadi. Oui, non, je pense que ce 31e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara est intervenu dans un contexte assez particulier, en ce sens qu'il y a eu effectivement l'apport de la première pierre de Mémorial Thomas Sankara, une initiative que je salue d'ailleurs parce que je pense qu'elle vise à perpétuer la mémoire de Thomas Sankara. C'est vrai que ce n'est pas trop pour être dit, parce qu'il a fallu attendre quand même 31 ans pour voir émerger un tel projet. Mais on comprend aussi pourquoi les choses végétaient. Comme quelqu'un l'a dit, sous l'ancien régime, il était difficile de pouvoir le faire. Alors, mais comme on le dit, il n'est jamais tard pour bien faire. Je pense qu'aujourd'hui, on est en train de travailler dans le sens de réhabiliter. Sur ce projet, il y a oui. beaucoup de polémiques. Hein. Non, c'est normal. Il faut peut-être, c'est trop cher. Et en plus, peut-être qu'il fallait investir cet argent dans des infrastructures scolaires, par exemple. Non, c'est normal. Dans tout projet, il y a toujours des contradictions, des divergences de vues. Je pense que le plus important ici, c'est de travailler de manière à ce que la mémoire de Thomas Sankara soit perpétuée. C'est extrêmement important. Parce qu'aujourd'hui, Thomas Sankara constitue, quoi qu'on dise, un symbole. Et je pense que c'est un phare qu'il ne faut pas éteindre. La jeunesse aujourd'hui n'a pour boussole que Thomas Sankara. Si vous enlevez Thomas Sankara, je ne sais pas sur qui on va faire référence aujourd'hui en ce qui concerne la jeunesse pour progresser. Il n'y en a véritablement pas. Donc je pense qu'en ce moment, on ne peut pas parler de coût, parce que le travail qui va être fait, quel que soit le coût, dans tous les cas, les idées qui seront développées autour de cette initiative n'ont pas de prix. Et je pense que pour ce qui concerne ce projet, je pense même que c'est une revanche que Thomas Sankara prend sur l'histoire.
et sur ceux qui l'ont assassiné. Parce que malgré le travail de SAP pour faire l'oublier dans la mémoire collective des Burkinabés, il reste aujourd'hui plus que vivant et populaire au sein de la jeunesse, ce qui, à mon avis, est extrêmement important. Mais je pense que le meilleur service qu'on peut rendre à Sankara, de là où il est, c'est de travailler à promouvoir davantage les valeurs qu'il a défendues durant sa vie. Justement, sur ce plan-là, est-ce que vous sentez que les partis sankaristes arrivent vraiment à faire ce travail? Et il faut dire qu'effectivement, aujourd'hui, il y a un problème à ce niveau. Mais comme quelqu'un l'a dit, les sankaristes étaient toujours dans l'opposition pratiquement depuis la mort de Thomas Sankara. Donc, c'est difficile de pouvoir réaliser certains projets. Aujourd'hui, les sankaristes ont un pied dans le pouvoir, si je peux le dire ainsi. Et donc, on verra ce qu'ils vont faire par rapport, effectivement, à la promotion des valeurs incarnées par Thomas Sankara. Mais il faut reconnaître qu'il ne faut pas se faire des illusions. Ne comptons pas sur les politiques pour promouvoir les valeurs que Thomas Sankara a défendues. Parce que les politiques ont un autre agenda. Peut-être la jeunesse. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut souhaiter est que ces politiques-là puissent poser des jalons qui vont effectivement permettre à la jeunesse de s'approprier les valeurs que Thomas Sankara a défendues. Aujourd'hui, si on constate que le développement n'arrive pas à prendre véritablement corps sur le terrain, c'est parce qu'il y a la corruption, il y a la gabegie, il y a le népotisme, etc. C'est un combat que Thomas Sankara a mené à l'époque. Vous vous rappelez des CDA pourris, des fonctionnaires pourris, il faut les dégager, etc. Donc je pense qu'il faut aller dans ce sens. Sinon, ça sera difficile de pouvoir développer ça. D'accord, oui, Xavier. Moi, je pense que peut-être l'actualité dans ce dossier, c'est le fait que Emmanuel Macron avait promis de déclassifier un peu les archives pour permettre à la justice de travailler là-dessus. Dans son message, Mariam Sankara a salué un peu, mais je pense que les choses tardent à venir. Maître Sankara l'a dit, on l'a reçu chez nous, il a expliqué, lui aussi il se réjouit un peu du fait que la France ait décidé de déclassifier un peu l'affaire, mais je pense que c'est une raison d'État qui va faire en sorte que ça va être difficile en tout cas de juger ce dossier. En tout cas, ça va prendre du temps pour ce qui concerne la justice. Maintenant, pour ce qui concerne le mémorial, je pense que les uns et les autres, surtout les initiateurs, ont expliqué un peu le fait que ça tarde. C'est un projet qui n'appartient plus au Burkina Faso, qui n'appartient plus au Burkinabé. Donc, il faut mûrir la réflexion. Je pense que les architectes même, on a remis en cours le projet qui était déjà en cours. Ils ont relancé encore un appel d'offres pour avoir des architectes beaucoup plus pointus pour gérer un peu le dossier. Je pense que c'est parce que c'est un projet beaucoup plus mondial que ça traîne. Maintenant, pour l'idéal de Thomas Sankara, est-ce que les jeunes s'en approprient? Moi, je suis confiant, je pense que la jeunesse s'en approprie. C'est vrai que c'est les politiques qui ont un agenda caché qui gèrent mal un peu les choses par rapport au sankarisme. Maintenant, je pense que la jeunesse s'est beaucoup appropriée. Vous voyez les questions de Faso d'Anfani, même les questions de consommation local, c'est des choses qui émergent depuis le 31 octobre 2014. C'est des choses qui reviennent et que les gens s'en approprient. Et avec le temps, je pense que l'idéal de Thomas Sankara va beaucoup plus s'implanter. Moi, je veux juste ajouter qu'il y a un échec du sankarisme politique. Ceux qui défendaient le sankarisme, qui véhiculaient, qui voulaient incarner le sankarisme à travers la politique n'ont pas réussi à séduire le peuple. La preuve, c'est les résultats électoraux. Qu'est-ce que les sankaristes ont pu engranger comme résultats électoraux en se prévalant du sankarisme? Rien. Donc, c'est plus, ça dépasse vraiment les limites politiques. Et je crois même que c'est plus, comme l'a dit Tao, un phénomène universel. Chacun s'approprie la valeur qui lui convient et avance. Mais plus que jamais aujourd'hui, ces idées sont d'actualité. Et je crois que la leçon nous a été donnée par Paul Kagame, c'est ce qu'on rapporte. Quand nos gens vont là-bas pour s'enquérir de l'expérience rwandaise, ils nous disent, mais non, moi je puise mes idées du Sankara, qui est de chez vous. Donc on n'a pas besoin d'aller loin. Mais en tout cas sur le plan politique, je crois qu'il faudra qu'ils revoient leur copie à ce niveau, parce qu'ils n'ont pas réussi à séduire les gens à travers ces idées, pourtant qui sont d'actualité. D'accord. Alors, on va poursuivre parce que le temps nous court après. On va parler de nous, de notre travail, de la presse. Le Burkina Faso célèbre chaque 20 octobre la journée nationale de la liberté de presse. Thème retenu cette année, terrorisme et accès à l'information. Alors justement, le défi actuel, en tout cas pour les journalistes burkinabés, c'est le traitement de l'information sécuritaire. Comment
informer les citoyens qui ont un droit constitutionnel à l'information sans pour autant compromettre les stratégies sécuritaires et non plus sans faire le jeu des terroristes. C'est le grand débat, en tout cas, en cours actuellement. Tao. Je pense que le débat est posé depuis quelques mois au sein des rédactions. Comment on traite cette actualité? Comment on traite cette actualité sans dévoiler, sans nous dévoiler nos faiblesses à l'ennemi? Comment, en tant que journaliste, on peut contribuer à donner une information saine sans s'aimer la panique au sein de l'opinion? Parce que notre but, c'est pas ça, c'est de diffuser une information qui est utile aux lecteurs et à nos concitoyens. Donc je pense que c'est un travail que chaque rédaction doit pouvoir faire. Le débat aidant, je constate ces derniers temps qu'il y a très peu d'images qui passent, et ce qui est une bonne chose, parce qu'il faut qu'on préserve un peu cette intimité-là, qui revient même quelqu'un qui est mort, il y a ses parents, il y a ses amis. Donc il y a cet effort-là qui est fait. Mais il faut continuer à le faire parce que le problème avec les médias, c'est qu'on est dans un marché qui est très concurrentiel. Vous voyez, même les chaînes de télé, les radios et la presse écrite, c'est le premier à donner l'information, c'est le premier aux journaux en ligne. Donc, il y a une concurrence qui fait que souvent, on n'est pas très loin de la faute. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, ce que je retiens, c'est qu'au moins, le problème est posé. Je crois qu'il y a une dernière rencontre avec le ministre. Il a dit qu'il ne veut pas intervenir dans les rédactions. Lui, il est ministre de la Communication. Il veut juste attirer, et le thème de la journée nationale est vraiment à propos, attirer notre attention qu'on est dans une situation où l'information est très sensible. Il faut faire attention de ne pas faire l'apologie du terrorisme. D'accord. Oui. Moi, je crois que le journaliste est citoyen aussi, avant tout. On est dans un pays qui a en proie à des difficultés. Nous ne pouvons pas dire « Ah, moi je suis journaliste, je ne m'encombre pas de certaines précautions, je fais mon travail comme je veux, comme je l'entends ». Je crois que cette période est quelque peu révolue. Il faut maintenant faire attention jusqu'à ce que la crise finisse. Nous sommes maintenant dans une nouvelle posture et nous devons nous adapter à cette situation en faisant en sorte que nous ne soyons pas les vecteurs aussi de la propagande de l'ennemi. Donc, c'est parce que leur outil principal, c'est la communication. Et donc, il faut faire très attention à ce niveau. Bon, je n'irai pas jusqu'à dire que nous devons tout verrouiller, mais je me dis que la presse burkinabé est relativement raisonnable, professionnelle, quand on regarde dans la sous-région, comment, de par le passé, les crises sociopolitiques, certains médias ont été à l'origine même des crises. Comment la presse burkinabé a pu passer toute cette période sans vraiment plonger, tomber bas, je crois qu'on pourra forcément et certainement sortir de cette situation la tête haute. Je crois que cela a déjà commencé avec la remise en cause permanente dans les rédactions par rapport à qu'est-ce qu'il faut publier, qu'est-ce qu'il ne faut pas publier. Donc, les journaux prennent de plus, les médias prennent conscience en tout cas de cette situation et je crois qu'ils ont l'obligation de jouer leur rôle aussi dans ce combat que le pays mène contre les terroristes. Je pense que dans le cas du Burkina, la principale difficulté, ce n'est pas forcément les médias, parce que les médias sont dirigés par des gens assez responsables, assez matures, j'allais dire. Le vrai problème, là, c'est les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux sur lesquels on n'a aucune emprise. Et vous avez vu l'incident avec le dernier incident avec les transporteurs, où toute la ville s'est ameutée, alors qu'il y avait absolument rien. Les fake news, comme on dit. Voilà, les fake news. Donc, le principal problème, c'est là-bas. Et nous, on est dans un régime qui n'est pas, j'allais dire, autoritaire, qui va jusqu'à verrouiller, à fermer des comptes. Parce que quand vous allez sur certaines pages, c'est compliqué. Le CSC n'a pas encore tous les moyens de contrôler cela. Donc, ça, on doit faire avec cette situation. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Mais il faut justement appeler les gens à plus de responsabilité dans leur travail. Une page personnelle peut vous envoyer à prison. Hein. Ça, il faut aussi qu'on le dise aux gens pour qu'ils le sachent. Oui, justement, sur même l'attaque de Djibo, peut-être que dans toutes les rédactions, les gens n'avaient pas les images, mais quelques heures après, on avait des images de véhicules calcinés de la gendarmerie, des locaux qui circulaient sur Facebook. Oui, c'est la preuve que ces réseaux sociaux servent aussi bien qu'elles nuisent. Vous savez,
avec les récents procès sur les réseaux sociaux, bon, en tout cas, je pensais que peut-être ça allait aider à discipliner certains acteurs sociaux. Malheureusement, les gens font beaucoup plus dans la désinformation et souvent, ça nuit beaucoup plus aux citoyens qu'aux médias même en tant que tels. Maintenant, ce que je voulais réagir par rapport à ce traitement de l'information, je pense que les médias ont ces difficultés-là parce qu'ils ne sont pas beaucoup aidés par la hiérarchie militaire. Voilà. Souvent, il y a des informations de première main que l'état-major ou la police nationale pouvait servir immédiatement aux médias pour qu'ils puissent passer. Malheureusement, bon, la police nationale, je salue au passage, là-bas, la communication, on sent beaucoup plus de dynamisme. Ils envoient des communiqués, mais au niveau de l'armée, c'est encore timide. Je pense que ces responsables-là doivent nous aider. Voilà, parce que des fois, on a des informations, mais pour les vérifier, pour avoir des informations complémentaires, c'est assez difficile. Voilà, pour diffuser. Alors que, bon, quand ils sont un peu titillants, ça fait que les rédactions, ces difficultés-là, ils n'arrivent pas à faire correctement le travail. Sinon, dans l'ensemble, je pense que les gens s'en sortent. Oui, un mot sur la question d'Abadi. C'est effectivement, c'est un problème assez sérieux, mais voyez-vous, je peux dire que le résultat, c'est à quoi on assiste aujourd'hui, est dû au fait que depuis très longtemps, les autorités n'ont pas voulu mettre de façon véritable les informations à la disposition de la presse. On veut toujours retenir des informations. Et ça a été un long combat qui, jusqu'aujourd'hui, malgré l'existence des textes, n'a toujours pas de résultats positifs. L'accès à l'information. Si les journalistes ont accès effectivement à l'information en temps réel, je pense qu'on peut travailler à corriger beaucoup d'insuffisances. Pour la simple raison que dans les rédactions, comme on l'a dit, c'est vrai, tout le monde n'est pas formé comme journaliste de guerre, mais quand même, la base que chacun a lui permet de produire un travail assez excellent. Malheureusement, il se trouve que généralement les médias s'informent même à travers les réseaux sociaux, comme quelqu'un l'a dit. Vous voulez des images, vous n'en avez pas. Vous appelez tel ou tel service, on vous dit que ce n'est pas possible de vous fournir des informations, ni des images. Et quelques temps après, vous regardez sur Facebook, c'est publié. Vous faites quoi? Vous allez aller les chercher dans un contexte où, effectivement, c'est la concurrence. Donc, je pense que pour vraiment contribuer à limiter les erreurs, si je peux les nommer ainsi, c'est que le gouvernement doit travailler à mettre des informations à la disposition des médias. Ça peut être juste des dépêches, en tout cas des communiqués de presse, etc. Régulièrement, par rapport aux différentes situations. On peut donner au fur et à mesure. Souvent, on dit non, attendez, on n'a pas encore la situation. Mais on a déjà des bribes d'informations qui permettent de ne pas laisser perdurer, j'allais dire, les rumeurs. Parce que quand les gens n'ont pas l'information, chacun invente son information. Et comme je dis le plus souvent, les Facebook, comme on le dit, ont pris le dessus pratiquement, chacun se dit spécialiste, il fait ses commentaires, il lance une information, et puis bon, paf, c'est parti. Et c'est difficile à rattraper après. Justement, bon, alors on va peut-être évoluer, restant toujours sur le sujet. Alors, on sait que le Burkina Faso, de façon globale, est bien classé par les différents rapports, notamment de Reporters sans frontières. Je pense qu'on est classé 141e alors, sur 180 pays, 5e pays donc, en Afrique. Alors, est-ce que vous, en tant que journaliste, dans votre travail au quotidien, vous sentez alors que vous avez l'accès à l'information, que la presse burkinabé est libre, voilà, de faire en tout cas ce qu'elle veut? Moi, je crois que oui. La presse est libre, en gros. Moi, de mémoire, je n'ai pas, depuis que j'exerce ce métier, je n'ai jamais reçu un coup de fil, par exemple, de la présidence, me disant attention, je veux que vous écriviez ci, vous écriviez ça. Jamais. Donc, pour moi, c'est très important. Mais il y a un gros problème qu'il ne faut pas occulter, qui est la misère, je dirais, économique des journalistes. Oui. La pauvreté des journalistes peut les amener à des compromis, voire des compromissions. Et donc, on va tenir de grands discours sur la liberté d'expression et tout le reste, mais il faudra d'abord s'occuper des journalistes. Il faut qu'ils soient traités de façon digne
parce qu'il y a des petites corruptions qui se font. Au quotidien, on va à un reportage, on s'attend forcément à ce qu'on vous donne un petit per diem. Si on ne vous donne pas le per diem, ben vous êtes fâché, peut-être que vous n'allez pas écrire, vous allez écrire l'information de façon... Le gombo, comme on dit sur le terrain. Dans la presse privée que je connais en tout cas, il y a cette réalité, et certains patrons de presse même s'en accommodent et payent le journaliste même en fonction de ces per diem qu'on distribue aléatoires et qui ne devraient même pas être. Donc, attention, oui, les gens se battent pour exercer dignement leur métier, mais il faut faire attention à ce volet économique de la situation économique et financière des journalistes qui va être un vrai problème dans les années à venir. Oui, alors l'économie étouffe, si on peut le dire, entre griffes la liberté de presse ou le professionnalisme de façon globale dans les organes. C'est une réalité. C'est une réalité parce qu'aujourd'hui, vous regardez la situation économique, personne ne songe à la situation économique de la presse. On regarde les autres grosses entreprises, mais on ne rentre pas dans les chiffres de la presse pour voir si ça va ou si ça ne va pas. Parce que comme on nous voit tous les jours sur les plateaux, on discute de tout le monde quoi que ça va. Tu vois, personne ne se soucie en fait. C'est ce que Kanazé, voilà, c'est ce que Kanazé vient de dire. Sinon, d'un point de vue professionnel, la liberté de la presse existe. Effectivement, il y a très peu d'injonctions, très peu d'interventions. En tout cas, pour ce qui concerne la presse privée que moi je connais, il y a très peu d'injonctions. Donc, on est assez libre. C'est vrai qu'il y a des fois, on a du mal à accéder à certaines informations pour diverses raisons, parce que les interlocuteurs, il y a trop de zèle. Mais cette frontière-là aussi est en train de tomber progressivement, parce qu'il y a certaines institutions de la République aujourd'hui, vous faites une requête, tout de suite vous l'avez. Mais il y a d'autres institutions qui sont encore trop fermées, alors que tout le monde sait que le service public de l'information est consigné aujourd'hui dans notre législation. Il y a un droit à l'information, il y a un droit d'accès à l'information. Donc on devait travailler à promouvoir ça. Mais effectivement, le problème économique reste très, très, très important parce que les équilibres sont fragiles. Aujourd'hui, au Burkina, vous avez la page d'insertion, l'annonce qui stagne à 150 000 depuis près de 10 ans, depuis que nous on est dans le métier. L'inflation, on ne connaît pas. Bon, c'est pour des raisons aussi d'accès, parce qu'on s'est dit que si on fait trop cher nos journaux, trop cher nos annonces, on limite aussi l'accès aux populations. En retour, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les médias aient un équilibre suffisant pour pouvoir exister? Ça, c'est une question qui doit être peut-être pas, ça ne doit pas concerner que les médias, ça doit concerner tous les citoyens. D'accord. C'est vrai que l'aspect économique dans la gestion de l'entreprise de presse, en tout cas, pose problème, mais l'État aussi, peut-être à travers des subventions, vient en aide aux médias privés. Même si la question donc, de ce fonds de soutien à la presse reste toujours en débat. C'était une réalité, justement. Bon, les subventions dont on parle, quand vous regardez le montant, ben, écoutez, ça ne représente pas grand-chose. Ça ne suffit même pas pour faire le tirage de 2 jours de journaux. Il faut qu'on soit sérieux. Et donc, je pense qu'il y a un sérieux travail à faire à ce niveau, effectivement. Parce que ça peut être un frein à la liberté, effectivement, de presse, comme on le dit. Pour être libre, ce n'est pas seulement parce qu'on ne vous appelle pas pour dire des cris comme ça ou comme ça. On peut trouver d'autres moyens pour limiter votre liberté. Si vous êtes dans une situation de précarité, vous n'êtes pas libre, voyez-vous. Si vous voulez accéder à une information et les portes sont fermées, mais vous n'êtes pas libre puisque vous n'allez pas pouvoir produire le papier. Donc aujourd'hui, c'est vrai, théoriquement, on ne peut pas vraiment dire qu'il n'y a pas la liberté de presse au Burkina. Elle existe. Mais il y a quand même des difficultés. Je voudrais relativiser quand même. Économiquement, c'est difficile. Peut-être qu'il y a eu un boom aussi des médias sur un marché qui n'est pas assez large, ce qui fait que de plus en plus le gâteau devient, j'allais dire, difficile à partager. Oui. Et je crois qu'il va y avoir des chocs bientôt. On ne peut pas continuer comme ça de façon. Oui, parce qu'on constate aussi qu'il y a beaucoup d'entreprises de presse, beaucoup de télé qui sont en train d'ouvrir, mais qui ferment aussi. Voilà. Concernant les journaux, la presse écrite. Oui, je voudrais aussi souligner qu'au niveau de la presse publique, il n'y a pas aussi cette mémise. Nous sommes aussi libres de faire comme il se doit au niveau de la presse publique.
les autres ont dit, hein, c'est un peu la difficulté, la misère un peu des journalistes qui fait que souvent le travail est compliqué. Ils ont pris des exemples assez concrets, mais là où je voulais ajouter, c'est par rapport à l'application des textes. Voilà, on a parlé de conventions collectives. Je pense qu'il y a beaucoup de rédactions au niveau du privé qui ne peuvent pas l'appliquer parce qu'au regard naturellement de la conjoncture économique. Oui, même au niveau du public aussi, il y a des textes qui ont été pris, qui peinent à être appliqués. Tout cela, ça traduit un peu la difficulté économique que tous les pays traversent aujourd'hui. Peut-être on pourrait demander au Premier ministre aussi de faire une mesure d'urgence pour la presse, comme il a fait. Un plan Marshall. Voilà, un plan Marshall, pourquoi pas. Parce qu'il y a des entreprises en difficulté au niveau de Bobo Dioulasso. Il a promis en tout cas de faire tout pour que ces entreprises-là puissent fonctionner. Je pense que c'est assez important. D'accord. Alors, on devrait parler d'un de nos confrères qui a été assassiné dans les locaux du consulat d'Arabie Saoudite en Turquie, mais vu le temps, donc nous ne pourrons pas parler de cette actualité. On a juste quelques minutes pour parler du Bénin avec la condamnation de l'homme d'affaires et homme politique Sébastien Adjavon à 20 ans en 2 prisons. Alors, selon en tout cas l'intéressé, il s'agit d'un procès politique qui vise en tout cas à le neutraliser politiquement pour ne pas le laisser peut-être venir au devant des affaires et titiller, si on peut le dire, talent. Mais je pense qu'il n'est pas blanc. Je pense qu'il y a eu des preuves qui l'ont... Parce que le procès, c'est pas tout de suite ça a commencé. Lorsque vous parcourez un peu tout ce qui a été initié à l'encontre de la personne, je pense que la partie civile, au moins, ça a eu des éléments de preuve pour qu'on puisse l'inculper. Maintenant, la peine, elle est discutable, d'autant plus que lorsqu'on fasse une décision de justice, ça ne peut pas satisfaire tout le monde. Sinon, au regard des éléments de preuve qui ont été fournis, il est certainement impliqué dans cette histoire. Alors, selon Javon, hein, la preuve plutôt n'a jamais été présentée. Alors, il n'a jamais vu, puisqu'on l'accuse de trafic de drogue, de la drogue, 18 kilos, je crois, a été retrouvé dans un conteneur qui était destiné bien de sa société. Alors, pour lui, on ne lui a jamais présenté la preuve, en tout cas matérielle, de cette drogue. Sans rentrer dans les détails du procès, moi je constate seulement qu'on assiste à un remake de ce qu'on voit souvent en Afrique, où le principal opposant est poussé à l'exil. Partout, même Talon qui est là a vécu ça. Il était en exil avant de revenir et de prendre le pouvoir. Donc, qui sait s'il ne prépare, s'il ne prépare pas ici sa succession, il victimise ce monsieur qui va certainement avoir encore plus d'aura au sein de la population. C'est malheureux en Afrique, mais quand affaires et politique se mêlent comme ça, on a du mal à faire la part des choses et malheureusement, souvent, c'est des règlements de compte. Et c'est dommage qu'on en soit toujours à cela. Mais c'est le propre de l'Afrique en tout cas. D'accord, oui, Tao. Bon, moi, tu as parlé de procès politique. Bon, c'est difficile de ne pas dire qu'il y a de la politique dedans. Mais comme Mauro vient de le dire, quand les hommes d'affaires se mettent à faire de la politique, ils s'exposent. Et partout, on a vu ça. Dans tous les pays, quand les hommes d'affaires se sont mêlés à la politique, ils s'exposent. Parce que ils ont forcément des casseroles qui traînent. Et ça, je pense que les adversaires politiques utilisent ça quand l'occasion se présente. Lui, malheureusement, il n'était pas là quand on le jugeait. Je pense que lui-même, il s'est mis en exil dès que l'affaire a commencé. Donc, ça a amplifié un peu. En tant qu'homme politique, il aurait dû venir peut-être défendre se défendre publiquement devant ses futurs électeurs, mais là il est resté tranquillement à Paris, ses avocats. Bon, en matière criminelle, souvent vos avocats n'ont même pas accès au dossier. Alors il faut que vous soyez là. Il a justement relevé ces aspects-là également. Effectivement, c'est difficile de ne pas lier cela à une affaire politique parce qu'il y a quand même un premier verdict qui a été prononcé et qui était en faveur des Adjavon, un non-lieu qui a été prononcé. Il y avait un non-lieu qui a été exactement, pour insuffisance d'ailleurs de preuves. Alors, il y a eu appel du parquet. Et au lieu qu'effectivement, ce soit la cour d'appel qui s'en charge, c'est une autre cour qu'on a saisie pour cette affaire. Et finalement, on comprend que tout avait été en tout cas préparé pour que Adjavon soit condamné. Bon, maintenant,
qu'est-ce que cela préfigure? Je pense que, comme quelqu'un l'a dit, Talon est en train de préparer Azavon comme successeur. Parce qu'il en a effectivement lui aussi subi ces ans de suivi. Il en a été victime. Dans l'affaire d'empoisonnement, exactement, avec Yahi Boni. Voilà. Donc il est en train de... Le type va devenir martyr, alors que peut-être au départ il ne l'était pas forcément. Mais avec ce qui se passe aujourd'hui, et même ses avocats disent n'avoir pas été saisis par rapport à l'appel. Bon, c'est des détails, c'est vrai qu'un avocat ne peut pas croire trop à ce qu'il dit, mais n'empêche quand même que dans cette affaire, on a plus l'impression que le politique a pris le dessus que le souci de rendre justice. Mais en tous les cas, je pense que Azavon doit aussi tirer une leçon, qui est qu'en matière de politique, attention parce que l'amitié se transforme rapidement en inimitié et que quand on se lance en politique... Oui, alors on va permettre à Tao d'intervenir très rapidement. Il y a une donne qu'il faut voir aussi. Et effectivement, si on dit que Azavon, comment on appelle ça, Talon prépare sa succession, c'est peut-être possible. Parce que quand on sait qu'il n'est plus candidat, mais s'il n'est plus candidat, ça veut dire qu'il travaille pour Azavon. Alors, bien dit, non, théoriquement. D'accord. Alors peut-être, il faut peut-être rappeler de la cour dont vous parlez, c'est la cour de répression des infractions économiques et terroristes, donc qui a été créée. Il y a juste un tribunal spécial. C'est le même système qui a été mis en place au Sénégal d'ailleurs pour créé justement il y a juste quelques semaines. Alors ça va être le mot de fin, hein. Nous sommes au terme de l'émission. Merci donc à vous pour vos différentes interventions. Merci à vous, chers téléspectateurs qui avez suivi cette émission. Je rappelle très rapidement que j'étais sur le plateau avec Maourou Kanazoué, journaliste indépendant, Xavier Belem-Niegré de la radio du Burkina, alors Dabadi Zumbara du journal Le Pays et Abdoulaye Tao de l'Économiste du Faso. Merci de votre fidélité. L'information revient sur la RTB à 13h avec une présentation de Marguerite Douagno.